Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très spécial parce que il y a deux personnes du baccalauréat en histoire de l'Université Laval qui m'ont approché pour que je parle de leur travail de session. Et il s'agit d'une enquête qui a été réalisée sur l'histoire des danseuses en Amérique et plus précisément à Québec. Et elles ont aussi mené une entrevue au mois de mars auprès de danseuses dans certains bars de Québec. Et bien sûr, j'ai accepté parce que je trouvais ça vraiment nice. Premièrement, ce travail-là révèle à quel point il y a des préjugés sur les femmes qui travaillent dans cette industrie-là, bien que c'était pas une surprise tant que ça. Les gens ont tendance à se réjouir de la fermeture des bars sans penser aux conséquences sur le travail des danseuses. Et contrairement à la croyance populaire, les bars de danseuses ne font pas baisser la valeur des propriétés avoisinantes. C'est seulement parler de travail du sexe qui fait baisser le quotient intellectuel de certaines personnes, faut croire. Le monde de la danse érotique a développé une culture qui lui est propre et qui est souvent reprise par la culture populaire d'ailleurs. Mais très peu de gens le savent et paradoxalement, il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là, sur les danseuses et la culture des clubs hors Québec, surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais ces dernières ne semblent pas du tout avoir influencé les croyances populaires, comme c'est trop souvent le cas malheureusement avec la recherche universitaire. Et on préfère donc cantonner les femmes dans un rôle de victime d'exploitation plutôt que de reconnaître que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et surtout, très peu de personnes se sont intéressées au récit des danseuses elles-mêmes, et l'histoire et les autres disciplines ont refusé de concevoir les danseuses comme des actrices de l'histoire, un phénomène qui est vraiment rare, n'est-ce pas, quand on parle de femmes en histoire. Donc, le but de cette étude-là, c'était vraiment de recentrer le discours sur les clubs de striptease du point de vue des danseuses elles-mêmes. Puis, pour commencer, il y a beaucoup d'écrits sur la ville de Montréal, la ville du vice, mais pas sur Québec, ville parlementaire qui aurait soi-disant échappé au mal. Il existe plusieurs ouvrages qui portent sur la culture érotique pour Montréal, dans lesquels on admet sans mal que ce genre de choses existait. Par exemple, la reine du striptease, Lily Saint-Cyr, est considérée comme un personnage très important de la scène érotique à Montréal. Nos autoristes nous disent à ce propos: les bars de danseuses semblent occuper une place particulière dans le cœur des Montréalaises et des Montréalais parce qu'on considère que ça fait partie du patrimoine culturel et historique de la ville. Comme elles le décrivent dans l'étude, il y a un fort contraste avec l'historiographie concernant Québec parce qu'il n'y a aucun ouvrage à ce jour sur le sujet, bien qu'il y ait de nombreuses sources à étudier qui témoignent de l'existence d'une scène érotique à Québec, notamment les archives journalistiques. À la fin des années 1980 d'ailleurs, on comptait plus de 16 bars de danseuses et 2 de danseurs à travers la ville. L'historienne Rachel Schter, c'est en 1868 que fut présenté pour la première fois en Amérique du Nord un spectacle qu'on pourrait qualifier d'effeuillage, et c'est une troupe anglaise, Lydia Thompson and the British Blondes, qui présente ce numéro. Leurs costumes sont absolument scandaleux pour l'époque parce qu'on peut voir leurs genoux. Fun fact, les autorités de la ville de New York ont exigé que les jupes des artistes soient rallongées de 2 pouces. Un autre fun fact, c'est que entre les années 1920 et 1940, ça arrivait parfois que les danseuses se produisent sous des chapiteaux et dansent sur le poteau central. À cette époque, les danseuses se produisaient dans des revues à Broadway, notamment le Minsky Burlesque, mais comme les théâtres étaient fermés pendant l'été, certaines danseuses ont rejoint des cirques ambulants afin de pouvoir travailler durant cette saison. Donc on était encore bien loin des pole dancers qui font la split puis le grand écart dans les airs, mais c'est quand même un élément qui sera repris plus tard dans les années 1980 et qui va donner naissance à une sous-culture, le pole dancing. Entre les années 1940 et 1950, on a surtout affaire à des numéros de striptease, des carnavals ambulants dans les grandes métropoles surtout. Dans les années 1970, il y a aussi un autre phénomène qui fait son apparition, c'est-à-dire les bars de danseurs qui attirent une clientèle féminine, ainsi que les fameuses drag queens. Et les années 1980 marquent le début de ce qu'on appelle les sex wars, c'est-à-dire une opposition de plus en plus nette entre les féministes qui pensent que l'industrie du sexe c'est purement de la domination masculine et celles qui pensent que certaines femmes peuvent justement utiliser ça pour se réapproprier leur corps et pour profiter financièrement du patriarcat. On fait donc face à un véritable problème. Les chercheurs, et même les chercheuses féministes, ont beaucoup tendance à considérer que les danseuses sont des victimes passives, ce qui fait en sorte que leur expérience n'est pas souvent étudiée ou mise de l'avant parce qu'on considère qu'elles sont incapables de comprendre leur position d'opprimée. Et ça, c'est une chose que les danseuses elles-mêmes ont beaucoup contesté à partir des années 1990 en écrivant elles-mêmes
sur le sujet pour que leur point de vue soit enfin mis en évidence. Selon Chris Buckert et Colette Parent, il existe un paradoxe entre la valorisation de la vente de soi dans notre société de consommation et le refus d'accorder aux danseuses le statut de travailleuses légitimes. Puis ça, c'est parce que nous vivons dans une société qui est sexiste. Dans les années 1990, le pole dancing se spécialise avec des acrobaties et on voit émerger ce qu'on appellera le new burlesque, donc des numéros qui incluent de l'humour, de la musique, du chant, un effeuillage partiel et l'utilisation d'accessoires. Et maintenant, à ce jour, il n'y a plus que 2 bars de danseuses dans la ville de Québec, en plus d'un pole fitness, le cabaret Carole et le Lady Marianne, en plus du studio parallèle. Au Québec et dans le reste du Canada, les danseuses érotiques ont en grande majorité un statut de travailleuse autonome, ce qui veut dire que la plupart paient pour avoir accès à une scène. Elles sont rémunérées non pas par l'établissement où elles performent, mais grâce au pourboire des clients, ce qui est complètement aberrant quand on y pense. Il y a un réel manque de protection et de sécurité pour elles, selon l'organisme Stella qui intervient auprès des travailleuses de l'industrie du sexe. Toujours selon Camilla Casgrain-Rodriguez et Alexandre Prince, pour rentrer dans leur argent, les danseuses doivent souvent interagir avec les clients, les teaser ou encore leur assurer un support émotionnel. Dans le fond, ce que font gratuitement les femmes hétéros dans la sphère privée. Bref, c'est un métier qui n'est pas parfait. Plusieurs danseuses disent moins aimer les danses privées ou les lap dances, qui sont leurs principales sources de revenus, parce que c'est souvent dans l'intimité que les clients manquent de respect ou les agressent. Par contre, la plupart d'entre elles adorent danser devant un public et pensent que c'est vraiment quelque chose de libérateur et même d'empouvoirant. Dans les numéros qui ont été observés par nos autoristes, il y a une grande variété. Chacune exprime sa personnalité, son genre. Ce sont des performances artistiques et souvent athlétiques, parce que je sais pas si vous avez déjà dansé ou fait la split en talons hauts, mais c'est quand même difficile. Avec le tournant numérique engendré par la COVID, les danseuses investissent les plateformes numériques qui sont souvent leur seul moyen de continuer à gagner de l'argent. Ça a ses avantages, notamment le fait que les clients ne peuvent pas les toucher. Par contre, l'anonymat est beaucoup plus difficile à garder et plusieurs travailleuses sont cancellées de leur programme d'études. Il y a aussi une plus grande difficulté des organismes tels que Stella pour apporter du soutien aux travailleuses. Pour conclure, je vais citer nos 2 autoristes. La profession de danseuse implique parfois des rapports de pouvoir troubles qui peuvent mettre les danseuses en situation de vulnérabilité, mais elle peut également se révéler émancipatrice. Les danseuses se démarquent par l'importance du caractère érotique de la performance qui est abondamment discutée des autres aspects de leur travail. Et nos autoristes nous disent également ceci. L'histoire de la danse érotique est celle d'une culture qui s'est développée à contre-courant, souvent bannie hors de l'espace public, mais dont les héritages artistiques et esthétiques font aujourd'hui partie intégrante de la société contemporaine. La déshumanisation des danseuses et des femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe contribue à ce qu'on les écarte des récits et à ce que leur expérience soit passée sous silence. Encore une fois, une chose qui n'arrive jamais, n'est-ce pas, quand on parle des femmes en histoire. Donc c'était tout pour cet épisode du Petit cours d'histoire féministe. Encore une fois, un grand merci à nos 2 autoristes et on se revoit dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complet. Donc merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.